Mon fils Luc a eu un accident. Pendant 72 heures, je suis resté à son chevet, priant pour sa survie. Une tante me séparait d'une vieille dame à qui j'apportais café et écoute. La dernière nuit, elle m'a saisi la main et a murmuré « Reste loin de lui tant que tu le peux ». Je l'ai crue confuse. 3 jours plus tard, j'ai compris. Ce n'était pas de la folie, mais un compte à rebours. Ces 72 heures allaient tout changer. Un mardi, au garage mécanique lyonnais, où j'étais chef d'équipe depuis 20 ans, le téléphone a sonné. Marc Roussel, Grand Hôpital de Lyon. Votre fils, Luc, a eu un accident. Urgence. Mon bloc-notes a glissé. Le monde s'est tu. Stable, monsieur, mais venez tout de suite. Je ne me souviens pas de ma course à ma camionnette. Luc, 40 ans et père, je le revoyais enfant. Les 15 minutes de route m'ont semblé des heures. J'ai couru dans le grand hôpital de Lyon, que je détestais depuis la mort de Lynn, ma femme, 8 ans auparavant. Luc Roussel, mon fils, ai-je haleté à l'accueil. L'infirmière m'a indiqué les soins intensifs au 3e étage. Mon estomac se tordait. La docteure Vanessa Leblanc m'a dit « Votre fils est stable. Traumatisme crânien après accident sur l'autoroute A6. Surveillance 48 à 72 heures. Suivez-moi. » Nous avons parcouru un couloir aseptisé. « Il est là, » a-t-elle dit. Éveillé, mais confus. Gardez le calme. Je suis entré. Luc était allongé, tête bandée, perfusion, moniteur. Fragile, loin de l'agent immobilier, sûr de lui. « Papa », a-t-il murmuré. « Je suis là. » Je lui ai pris la main. « Comme écrasé par un camion », a-t-il souri. « Je dois rester. Je reste avec toi. » Il s'est endormi. J'observais son souffle, le bip du moniteur, reconnaissant qu'il était vivant. La chambre, divisée par une tente, abritait une autre patiente. Les heures ont passé. L'infirmière a vérifié les paramètres de Luc. Il a de la chance. Les traumatismes crâniens sont délicats, mais la docteure Leblanc est l'une des meilleures. Elle est partie. La chambre est redevenue silencieuse. La nuit est tombée. Épuisé, j'ai protesté d'instinct. Elle s'est penchée. « La première nuit, j'ai entendu votre fils parler au téléphone de compte et de la maison, s'assurant que le vieux ne découvre rien. Je devais vous prévenir. » La chambre sembla basculer. J'ai nié, mais un souvenir m'a frappé. Des mois auparavant, Luc m'avait demandé mes relevés de pension pour les organiser. Ce qui m'avait semblé attentionné alors me laissait désormais incertain. « C'est difficile à accepter, » dit-elle doucement. Je croyais que l'amour suffisait à me protéger de la vérité. Je n'ai pas répondu, mais en moi, le doute s'est insinué. 2 jours plus tard, l'état de Luc s'est amélioré. La docteure Leblanc l'a autorisé à sortir avec 1 semaine de repos, à mon grand soulagement. « Je vais chercher la camionnette, » dis-je. « Papa, Chloé arrive. » Je m'attendais à le ramener moi-même. « Tu as déjà assez fait ?» a-t-il ajouté, sans lever les yeux. Peu après, Chloé est entrée, ses talons résonnant dans le couloir. Elle a couru vers lui a pris la main et lui a arrangé les cheveux. « Bonjour Chloé, » dis-je. « Marc, » a-t-elle à peine répondu, me remerciant froidement. Elle est aussitôt revenue à Luc. « Allons, je te ramène à la maison. » Elle l'a soutenu alors qu'il se levait. J'ai fait un pas pour proposer mon aide. « Nous allons bien, papa, » a-t-il coupé, sans me regarder. Je les ai suivis dans le couloir, vers l'ascenseur, les regardant s'éloigner ensemble. Chloé a appuyé sur le bouton et ils sont entrés dans l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, elle s'est tournée vers moi par-dessus l'épaule de Luc. Son regard était froid, calculateur, comme si elle m'évaluait. Elle l'a embrassé sur la joue sans cesser de me fixer. Je suis resté dans le couloir vide, le cœur serré. Quelque chose n'allait pas, je le sentais, sans savoir quoi. Je suis retourné dans la chambre de Luc.
Lit dépouillé, moniteurs éteints, comme s'ils n'avaient jamais été là. Le lit de la vieille dame était également vide. Une infirmière m'a appris qu'elle avait été autorisée à sortir à l'aube. Elle a indiqué l'oreiller. Une petite note y était posée. Je l'ai ouverte. Fiez-vous à votre instinct, Marc. J'ai relu ces mots. Mon instinct me criait d'être vigilant, mais mon cœur m'accusait de paranoïa. Je suis sorti de l'hôpital avec le billet en poche et un nœud à l'estomac. Léon se réveillait pendant que je rentrais chez moi, me demandant si j'étais sur le point de tout gâcher pour rien. Une semaine s'est écoulée. Luc n'appelait pas et répondait par des monosyllabes. Bien, tout va bien, occupé. J'essayais de me convaincre que c'était normal, mais le message continuait de me tourmenter. Ce jeudi-là, j'avais un contrôle au grand hôpital. Après les vérifications habituelles, le docteur Patterson m'a donné le feu vert. En sortant, j'ai vu la vieille dame dans la salle d'attente. Elle m'a salué, a demandé des nouvelles de Luc. J'ai hésité. Il se remet, je crois. Elle m'a invité à prendre un café, ce que j'ai accepté. Assis dans un coin, elle a dit doucement « C'est ainsi que la distance s'installe. Quand mon fils s'est éloigné, j'ai trouvé des excuses. Il ne me voyait, en réalité, que comme une ressource. » Elle a raconté qu'il lui avait demandé ses comptes et mots de passe pour l'aider, et elle avait tout cru, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un frisson m'a parcouru. Des mois auparavant, Luc m'avait posé les mêmes questions. Ne faites pas la même erreur que moi. Observez et fiez-vous à ce que vous voyez. Puis elle a sorti une vieille montre en argent, arrêtée à 3h15. Elle s'est arrêtée quand j'ai découvert que mon fils avait tout pris. Gardez-la, elle vous rappellera de voir la vérité. J'ai essayé de refuser, mais elle a refermé mes doigts autour de la montre. Vous comprendrez bientôt. Elle m'a salué d'une dernière recommandation. Fiez-vous à votre instinct. J'ai travaillé tard cette nuit-là. Rentré chez moi à 3h15, je me suis immobilisé. La voiture de Luc était garée devant l'allée. J'ai coupé le moteur, confus. Il habitait à 20 minutes de là. Que faisait-il à cette heure-là? La maison était sombre, toutes les lumières éteintes. Je suis descendu, j'ai ouvert la porte et je suis entré. La maison était silencieuse, mais pas vide. De faibles murmures venaient du bureau. Le cœur battant, j'ai allumé la lumière. Luc était près de mon classeur, une main sur un tiroir ouvert, l'autre tenant des papiers. Il s'est retourné brusquement, les yeux écarquillés. « Papa », a-t-il dit, portant une main à sa poitrine. « Jésus, tu m'as fait peur. » Je suis entré. « Luc, que fais-tu ici? Il est 3h du matin. » Il a regardé les papiers, puis moi. Je cherchais des documents. Le titre de ma vieille voiture. Je la vends. Le tiroir du classeur était ouvert, les dossiers tirés en avant. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé m'en occuper tout de suite. Désolé, papa. J'aurais dû appeler. Je l'ai observé. Ses cheveux en désordre. Il portait un jean et un sweatshirt, semblant revenir de l'extérieur. Comment es-tu entré? J'ai toujours la clé de quand je vivais ici, a-t-il haussé les épaules. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça n'allait pas, mais je n'ai rien dit. Tu as trouvé ce dont tu avais besoin? Pas encore. Je pensais que c'était ici, a-t-il indiqué le classeur. Mais je peux revenir plus tard. Oui, ce serait mieux. Il a hoché la tête et s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant un instant. Tu as travaillé tard ce soir? Des heures supplémentaires au garage? Tu as l'air épuisé, tu devrais dormir. Il est parti. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer, le moteur démarrer et la voiture s'éloigner. Je suis resté devant le tiroir ouvert, les dossiers mal rangés. J'ai vérifié mes documents financiers, puis suis allé me coucher, sans dormir. 3 jours plus tard, en rangeant mon bureau, j'ai constaté le désordre des dossiers financiers. Dans le tiroir du haut, 3 chèques du carnet manquaient. L'estomac serré, j'ai consulté mon compte bancaire.
Un virement de 5 000 € à Luc Roussel, daté de 2 semaines. Je ne m'en souvenais pas, et 5 000 € ne s'oublient pas. Le reste semblait normal. J'ai appelé la Banque de Lyon et demandé l'INSEE, ma conseillère depuis le décès de Lynn. Les mains tremblantes, j'ai exigé un rendez-vous le jour même concernant mon compte. Elle m'a fixé 14 heures. J'étais client depuis 20 ans. L'INSEE m'a reçu. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. « Un virement de 5 000 € à Luc, que je n'ai pas autorisé. » Après vérification, elle a confirmé. « Oui, autorisé le 15. »« Ce n'est pas moi, » ai-je rétorqué. « Vous êtes sûr » a-t-elle insisté. « Absolument. » Elle m'a tendu un formulaire. Mon nom, celui de Luc, 5 000 €. En bas, ma signature, identique. Mais je ne l'avais pas apposée. Je n'ai pas signé ça. Le visage de Lindsay s'est décomposé. Marc, a-t-elle révélé, c'est le 3e virement cette année. Mon sang s'est glacé. Elle a tourné l'écran. Mars, 20 000 €. Juin, 35 000 €. Octobre, 5 000 €. Total, 60 000 €. J'ai tout fait. Les signatures correspondent, a-t-elle ajouté. Les 3 sont des copies parfaites de la vôtre. Je n'ai rien autorisé. Si ces signatures sont falsifiées, a dit l'INSEE, c'est grave. Je le savais. Elle a regardé le nom de Luc, sans commentaire. Que faire m'a-t-elle demandé. Gèle mon compte, plus de virements, et des copies de tout. Elle a imprimé les documents. Mes jambes tremblaient en me levant. Consultez un avocat, m'a-t-elle conseillé, et soyez prudent. J'ai acquiescé et suis parti. Assis dans le fourgon, je serrai l'enveloppe. 3 documents, 3 falsifications parfaites. La preuve, mon fils m'avait volé 60 000 €. Luc, à 3 heures du matin, ne cherchait pas un titre de voiture. Il cherchait des numéros de compte, des signatures, un accès. Je me suis souvenu qu'il m'avait questionné sur mes finances des mois plus tôt, prétextant vouloir les simplifier. Je l'avais laissé faire. Je fixai l'enveloppe et les 60 000 €, à peine conscient d'avoir quitté la banque. Ma signature sur des virements non autorisés. Dans mon fourgon, mes mains agrippèrent le volant. 60 000 €, 3 virements en 9 mois, des signatures falsifiées. Luc. Le nom me rongeait l'esprit. Mon fils, l'homme à qui j'avais confié mes comptes, ma confiance aveugle. La voix de Madame Ferrara résonnait. Je l'ai entendu parler de vous, d'argent, de projets. Mon horloge de poche pesait 1 tonne. J'ai appelé Philippe Dubois, notre avocat de famille depuis 30 ans, ami qui avait géré les affaires de Lynn et mes comptes de retraite. Il a répondu au 2e appel. « Marc, tout va bien ?» Ma voix, rauque. « Philippe, je dois te voir aujourd'hui, le plus vite possible. » Un silence. Il me connaissait trop bien pour ne pas comprendre. « J'ai un créneau à 15 heures. Tu peux ?»« Je serai là. » Le bureau de Philippe Dubois était dans un vieil immeuble du centre. Son assistante m'a fait signe. Je l'ai trouvé derrière son bureau, lunettes sur le nez, café fumant. Il s'est levé, son expression virant à l'inquiétude. « Marc, assieds-toi. » Je me suis assis. Je n'ai pas su par où commencer. Je crois que Luc me vole. Les mots sont restés suspendus. Philippe n'a pas réagi, mais sa mâchoire s'est crispée. Raconte-moi tout. Ce que j'ai fait. L'avertissement de Madame Ferrara. Luc dans mon bureau à 3h15. L'échec manquant. L'entretien à la banque avec Lindsay. Les 60 000 € et les signatures falsifiées, si parfaites que même moi, j'avais eu du mal à les distinguer. Quand j'eus fini, Philippe, les doigts entrelacés, s'appuya à sa chaise. « As-tu confronté Luc ?»« Non. »« Bien, » dit-il en se penchant. « Marc, si tu penses que quelque chose cloche, c'est probablement le cas. Mais tu n'as que des soupçons.
Luc trouvera des explications qui te feront douter. Que dois-je faire? Rassemble des preuves concrètes. Avant de l'affronter, tu dois tout savoir. Philippe prit son téléphone. Je vais te donner un nom. Simone Ricci. C'est un détective privé très efficace qui a déjà aidé mes clients. Un détective privé pour suivre mon fils. L'idée m'était étrangère. C'est pour te protéger, murmura Philippe. C'est de ça qu'il s'agit, Marc. De protection. Le lendemain, je rencontrai Simone Ricci dans un café. Plus jeune que je ne l'attendais, la quarantaine, son visage se fondait dans la foule. Philippe m'a mis au courant, dit Simone en sortant un carnet. Virement non autorisé, signature falsifiée, 60 000 € en 9 mois. Parlez-moi de Luc. Je lui décrivis mon fils. 42 ans, agent immobilier marié à Chloé, père d'un petit Mathéo de 10 ans. Il vivait près de Lyon, conduisait un pick-up neuf et semblait toujours à l'aise. Mais il ne gère pas ses finances? Demanda Simone. Non. Des signes de problème? Dettes? Jeux? Habitudes coûteuses? Je songeais à son train de vie. Je ne sais pas, avouai-je. Je n'ai jamais demandé. Simone prit note. Je commencerai par les relevés financiers, les documents publics. Je surveillerai ses mouvements discrètement. Il ne saura pas que je suis là. Combien de temps? Cela dépendra de ce que je trouverai. Quelques jours ou plus. Il me regarda. Mais s'il y a quelque chose, monsieur Roussel, je le trouverai. Ce soir-là, dans mon bureau, le même où j'avais trouvé Luc à 3h15, j'examinais tous les documents financiers. Relevés, fonds de pension, investissements. C'est là que je le vis. Un compte joint à mon nom et celui de Luc, ouvert 8 mois plus tôt, dont je n'avais aucun souvenir. J'appelais le numéro, parlais à un opérateur. Oui, monsieur Roussel, compte joint avec Luc Roussel. Ouvert en mars dernier. Solde actuel? 0, monsieur. 0. Oui. Un virement de 55 000 € de votre fonds de pension en avril et un retrait total 2 semaines après. La pièce tourna. 55 000 € de mon fonds de pension, disparu d'un compte inconnu. Je raccrochai, main tremblante. Je sortis la montre de la vieille dame, les aiguilles figées à 3h15. Il faut parfois s'arrêter pour voir clair. Mon téléphone vibra. Un message de Simone. Rien de bon, il faut se voir. Il y a quelque chose que vous devez voir. Je l'appelai. Il répondit aussitôt. Simone, qu'est-ce que c'est? Sa voix était basse. Monsieur Roussel, ça concerne votre fils. C'est pire que ce que vous imaginez. 2 jours plus tard, je retrouvai Simone et Philippe dans une brasserie à Lyon. Je m'assis. Simone avait un dossier épais devant lui. Je sentais son hésitation, mais je devais savoir. Montrez-moi, dis-je. Il l'ouvrit. Les premières images montraient mon fils, Luc, entrant au casino de la fortune, puis aux tables de poker et de blackjack, et enfin sortant à 2h du matin, le regard abattu. Il y va 3, 4 fois par semaine, depuis 6 mois, précisa Simone. Je fixais ces images. C'était bien mon fils. Combien? Demandai-je. Simone sortit une pile de documents. Il doit 150 000 €, dit-il, à des usuriers qui appliquent 20% d'intérêt par mois. 150 000 €. Le chiffre m'était insupportable. Il a 3 mois, continua Simone, avant qu'il ne saisisse ses biens. Philippe se pencha. Marc, ce ne sont pas des banques, ce sont des gens dangereux. Assis, abasourdi par ces chiffres, je me demandais comment Luc avait pu tomber si bas. Simone sortit des emails entre Luc et une certaine Sabrina, récupérés de son cloud. Je ne voulais pas les lire, mais je devais. Le premier, de Luc à Sabrina, avait pour objet « Il faut qu'on parle ». Luc y écrivait « Il faut s'occuper du vieux ». C'était moi. Il est assis sur une mine d'or et il ne le sait pas.
Maison payée, fonds de pension, tout. Si on obtient l'acte, c'est bon. On solde la dette et on recommence. Mes mains tremblaient. Simone me montra la réponse de Sabrina, sceptique, puis la réplique glaçante de Luc. « Laisse-moi faire. Il me fait confiance. Il signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Il ne se rendra compte de rien avant qu'il ne soit trop tard. » Je posai les cartes, mes mains toujours tremblantes. « Il y a encore une chose, » murmura Simone, posant un petit enregistreur numérique sur la table. C'était il y a 3 nuits. Luc était dans un bar près du casino. Il appuya sur lecture. Malgré le brouhaha ambiant, la voix de Luc était terrifiante de clarté. « Mon vieux ? Oui, il est plein aux as. Maison payée, fonds de pension, tout. Quand j'aurai cet acte, je serai tranquille. » Quelqu'un ricana. « Tu vas vraiment faire ça à ton père ?» Luc, mon fils, celui que j'avais élevé, répondit « Il a 67 ans. À quoi ça lui sert, une maison ? Il sera bien en maison de retraite, et moi, je sortirai enfin de ce trou. » Simone coupa l'enregistrement. Autour de nous, la brasserie poursuivait sa routine. Mais dans notre coin, le monde s'était arrêté. « C'est mon fils, » dis-je, la voix brisée. Le garçon que j'ai tenu à sa naissance, à qui j'ai appris à faire du vélo, pour qui j'ai assisté à chaque match. Philippe posa une main sur mon épaule, silencieux. Que dire face à un tel abîme ? Après un instant, sa voix d'avocat ferme reprit. « Marc, agissons immédiatement. Bloquez tous vos comptes. Transférez vos biens dans un fonds fiduciaire protégé. Changez votre testament. Changez les serrures de votre maison. » Il marqua une pause. « Et ne dites rien à Luc. Absolument rien. » Philippe m'avait formellement interdit de l'affronter. S'il savait, il s'enfuirait ou accélérerait ses plans. Nous devions être prêts. Je voulais lui parler, mais Philippe avait insisté. « Pas encore. Pas tant que nous n'aurons pas tout réglé. Faites comme si de rien n'était, Marc. Gardez-le près de vous et laissez-nous faire. » Ce soir-là, Luc m'appela. Son nom s'afficha. Je répondis. « Salut, papa, » dit-il d'un ton chaleureux et désinvolte. « J'ai besoin d'un prêt. 20 000, peut-être 30 000 pour être sûr. Je te les rendrai, je le jure. 30 000, qui s'ajoutaient aux 60 000 déjà prélevés et aux 55 000 d'un compte inconnu. Je fixai le dossier de Philippe, les preuves. « Combien te faut-il » demandai-je, la gorge serrée. 30 000 serait le plus sûr. « Viens demain, vers 2 heures. On en parle. » Un silence. « Vraiment, papa ? Merci beaucoup. Tu me sauves la vie. À demain. » Je raccrochais, seul dans ma cuisine. La cuisine, cœur de notre foyer, où Lynn et moi avions élevé nos enfants, était maintenant la maison qu'il voulait me prendre. Les mots de la vieille dame, « rester loin de lui », me revenaient, mais il était trop tard. Le lendemain, mon fils viendrait. J'étais prêt. Quand le moment arriva, je ne ressentis ni colère ni tristesse, juste un vide abyssal. Luc arriva ponctuellement. J'ouvris avant qu'il ne frappe. « Salut, papa. » Au salon, il parla de son travail, de son fils, puis en vint au fait. Il développait son activité d'agent immobilier et avait besoin d'environ 50 000 €. « Je te les rendrai avec intérêt. C'est une affaire sûre. » Je le regardais. « Quelle affaire, Luc ?» insistai-je. Puis je prononçai un seul mot. « Je. » Il pâlit. Je revins de mon bureau avec le dossier de Philippe. Sur la table, je déployais les preuves. Photos au casino, nuit ratée, email avec Sabrina sur Le Vieux et l'acte de la maison. Enfin, j'activai l'enregistreur. Dès que j'aurai cet acte, je serai tranquille. Il ne saura pas ce qui l'a frappé. Je l'éteignis. Le silence était insoutenable. Luc bondit. « Tu m'as fait suivre. Quel genre de père es-tu » Je tremblais, mais répondis.
celui à qui son fils a pris 60 000 euros. Je les ai empruntés. Sans demander, avec des signatures falsifiées. Il se mit à arpenter la pièce, agité, parlant de menaces, de Sabrina, d'un certain Léo. Je n'avais pas le choix. Les larmes me montèrent aux yeux. Tu avais le choix. Tu aurais pu me dire la vérité et tu m'aurais aidé. Je le fixais. Oui, mais pas par le mensonge et en tentant de me prendre ma maison. Ma voix se brisa. Je ne reconnais plus le fils que j'ai aimé. Et moi, Luc, je ne suis plus ta famille. Il resta là, le regard froid et distant que je ne lui avais jamais vu. Sans un mot, il tourna les talons et claqua la porte, faisant trembler la maison. Un bruit sourd, puis un fracas de verre. La photo de Lynn, sa mère, était tombée du mur, brisée. Philippe m'avait prévenu. « Cela va mal tourner, Marc. Luc ne reculera pas. » Je savais que je devais protéger ce qui restait. Le lendemain matin, je retrouvais Philippe et Simone dans son bureau. L'atmosphère était lourde, tandis que Philippe exposait le plan pour nous protéger, Lynn et moi. Premièrement, commença-t-il, nous bloquons immédiatement tous les comptes. Il me tendit les formulaires, expliquant les authentifications à 2 facteurs, les changements de mots de passe et de code PIN pour que Luc ne puisse plus rien toucher. Je signais, ma main encore pansée de la coupure de la veille. Deuxièmement, poursuivit Philippe, nous modifions le testament. Il me montra l'ancien, où Luc héritait de 60% et Chloé de 40%. Désormais, Chloé sera la principale bénéficiaire, avec 80%. Pour Léo, votre petit-fils, nous créerons un fonds fiduciaire de 20% pour ses études. Luc ne pourra pas y toucher. À ses 18 ans, il en disposera pour l'université et son avenir. Philippe me regarda. Et Luc ? Luc ne recevra rien. J'acquiesçai lentement. C'était douloureux, mais je devais protéger ce qui restait, ceux qui le méritaient. Troisièmement, ajouta Philippe, nous changerons les serrures aujourd'hui même. Luc ne pourra plus entrer. Simone se pencha. Monsieur Roussel, il y a plus grave. Luc doit de l'argent à des gens dangereux. Ils n'attendront pas. Il est désespéré, et les désespérés agissent de manière inconsidérée. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je. « Je dis que vous devez être prudent. Gardez vos portes fermées. N'ouvrez pas à Luc. Et s'il fait quoi que ce soit de menaçant, appelez la police. » Mon estomac se noua. « Et Léo, mon petit-fils ?» Philippe assura que le fonds fiduciaire le protégeait. Si la situation dégénérait, un ordre restrictif pourrait éloigner Luc. Je m'assis, observant ces hommes qui me protégeaient de mon propre fils. « Je veux protéger ce qui reste, » dis-je doucement. « Ma vraie famille, ceux qui comptent vraiment. » Philippe acquiesça. « Alors nous le ferons. » De retour chez moi, la maison semblait vide, comme arrachée. Dans mon bureau, je regardais la photo de Lynn dont j'avais remplacé le verre brisé. Je pensais à Chloé, ma fille, la seule qui ne m'avait jamais rien demandé, qui avait bâti sa vie à Seattle et appelait chaque semaine juste pour prendre de mes nouvelles. Je réalisais que je ne lui avais rien dit de Luc, de tout cela. Elle méritait de savoir. Je pris le téléphone. Elle répondit au 3e appel. « Papa, comment vas-tu » Sa voix, si chaleureuse et joyeuse, me brisa presque. « Chloé, dis-je, je dois te parler de Luc. » Après une pause, je lui racontai tout. Le jeu, les dettes, l'argent volé, les mensonges et son plan pour s'emparer de la maison. Un long silence pesant s'ensuivit. Puis, je l'entendis pleurer. « Papa, je suis désolée, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'aurais dû le voir. »« Ce n'est pas ta faute, mon trésor, » lui répondis-je avec plus de fermeté. « Rien de tout cela n'est ta faute. » Sa voix changea, devenant plus forte et déterminée. « Papa, je rentre ce soir. Tu n'as pas à affronter ça seul. »
J'essayai de la dissuader, mais elle fut inflexible. « Je rentre, dit-elle. Prépare la chambre d'amis. Je serai là demain matin. » Je sentis les larmes monter, mais cette fois, c'était de soulagement. Je n'étais plus seul. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. À 3h15 du matin, toujours éveillé, je pris la montre d'argent de Béatrice Dubois, celle aux aiguilles immobiles. En la fixant, je compris soudain. Béatrice l'avait dit à l'hôpital. Il faut s'arrêter pour voir clair, mais aussi pour se protéger, se sauver, choisir pour qui se battre. La montre s'était arrêtée à 3h15, l'heure où elle avait choisi de se sauver de son fils. À cette même heure, je faisais de même. Je choisissais de me sauver, de protéger Chloé et Léo, la vie que Lynn et moi avions bâtie, même si cela signifiait abandonner Luc. Je reposai la montre. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis autre chose que le vide. Je me sentais prêt. 2 semaines s'écoulèrent sans nouvelles. Luc n'appela pas, ne se présenta pas. J'en vins à croire qu'il avait enfin compris, qu'il s'était retiré. Le pire semblait derrière nous. J'aurais dû m'en douter. Chloé était rentrée le lendemain de ma rencontre avec Philippe. Sa présence changea tout. Nous trouvâmes une bonne routine. Le matin, en prenant le café, elle me parlait de son travail à Seattle. Je réalisais à quel point je connaissais peu sa vie. Elle m'aida à sécuriser mes finances, s'assurant que Luc ne puisse accéder à rien. Nous cuisinions ensemble des recettes de Lane. La maison retrouva une atmosphère familiale, simple. Une soir, autour d'un thé, je lui racontai l'histoire de Béatrice Dubois, la femme de l'hôpital. Je lui montrai la montre. Chloé la tint avec soin. « Papa, tu devrais la retrouver, la remercier. Elle t'a sauvé. »« Peut-être un jour, dis-je. »« N'attends pas trop, » répliqua Chloé. « La vie est courte. » Je la serrai dans mes bras, me sentant chanceux de la voir encore. Ces 2 semaines furent une guérison. Je me permis de croire le pire passé. Je n'aurais pas dû. Le 15e jour, la sonnette retentit. Luc était là, propre, les yeux rouges. « On peut parler ?» Chloé descendit l'escalier, froide. Je le laissai entrer. Assis sur le canapé, il affirma fréquenter les joueurs anonymes depuis 2 semaines, me montrant sa carte avec 14 tampons. J'ai fait des erreurs. J'ai besoin d'une dernière chance. Chloé rappela ses trahisons. Luc admit tout. Partagé entre colère et amour paternel, j'acceptais des conditions strictes. Réunions hebdomadaires, thérapie avec Philippe, aucun accès à mes comptes, un emploi stable et plus jamais de jeu. S'il enfreignait une seule règle, tout serait fini. J'acquiesçais, résolu à le croire. Je réglais aussi sa dette de 150 000 €, malgré le désaccord de Philippe. Chloé, furieuse, me lança « Il te manipule encore !» Je répondis que je le faisais pour mon petit-fils et pour mon fils. La première semaine, Luc respecta tout. Lors d'un dîner en famille, je me sentis de nouveau à ma place. La deuxième, il trouva un emploi d'agent immobilier et me prépara le dîner. Nous parlâmes du passé et je crus l'avoir retrouvé. La 3e semaine se poursuivit ainsi. 3 générations devant la télévision, notre petit-fils endormi entre nous. Même Chloé commençait à espérer. Le lundi de la 4e semaine, Lindsay Crawford, directrice de la banque, m'appela. On avait tenté d'ouvrir une police d'assurance vie de 500 000 € à mon nom, avec Luc comme bénéficiaire. La signature était parfaite, mais pas la mienne. Si j'avais passé l'examen médical prévu la semaine suivante, la police aurait été activée. Je compris. Luc me voulait mort pour 300 000 €. Lindsay avait tout annulé et conseilla la police. Je contactai Philippe. Il arriva bouleversé et appela le détective Grant Sullivan. En examinant les documents, Sullivan demanda si Luc m'avait déjà mis en danger. Je me souvins qu'il avait emmené ma fourgonnette chez le garagiste. Le détective ouvrit une enquête
et m'ordonna la prudence. Caméra, alarme, ne jamais lui ouvrir la porte. Chloé revint immédiatement. En lisant les documents, elle tremblait. « Tu n'es pas en sécurité. » Je refusai de fuir, et elle décida de rester avec moi. Cette nuit-là, une pensée m'obsédait. Ma vie valait un demi-million. Quelques jours plus tard, Sullivan et mon enquêteur Simon se joignirent à moi. Des preuves d'intention de meurtre étant nécessaires, nous acceptâmes la surveillance continue de Simon. Une semaine après, Luc, sa voiture en panne, m'appela pour mon fourgon. J'informai Sullivan qui m'ordonna « Acceptez, nous le tracerons ». J'acceptai. Simon installa un GPS discret. 2 jours passèrent. Le signal GPS mena à un garage. Le propriétaire, connu des services de police, avoua à Simon que Luc l'avait payé 5 000 € pour sectionner les durites de frein à 60 à 70%, provoquant une fuite lente et un accident crédible. Simon enregistra tout. « Marc, vos freins vont lâcher », m'annonça-t-il. Je voulais réparer les freins immédiatement, mais Sullivan intervint. « C'est notre chance. Faisons-lui croire que ça a marché. » Le plan, simuler un accident contrôlé pour observer sa réaction. Chloé s'y opposa, terrifiée, mais c'était le seul moyen. Le lendemain, l'autoroute A6 fut fermée. Je conduisis le fourgon saboté vers la barrière. Au cône jaune, les freins lâchèrent. Un instant, j'oubliais la mise en scène. Je braquais, l'impact, l'airbag. Douleur aux côtes, sirène, brancard. Une côte fracturée et des lacérations, juste assez pour paraître grave. Au grand hôpital de Lyon, la nouvelle fut diffusée. Accident dû à une défaillance des freins. État critique, mais stable. « Luc verra ça », dis-je à Chloé. Ce soir-là, il m'appela, l'air dévasté, et arriva peu après. Pâle, il me prit la main. « Je suis tellement désolé, papa. » Un instant, je lus dans ses yeux la déception de me voir en vie. Cela disparut aussitôt, remplacé par le masque parfait du fils prévenant. Il resta 20 minutes, puis partit. Je fixai le plafond. Il ne craignait pas de me perdre. Il était déçu que cela n'ait pas eu lieu. 2 jours plus tard, toujours à l'hôpital, je jouais mon rôle. Mon téléphone sonna. « Luc, » répondis-je. « Comment te sens-tu ?»« Mieux, encore douloureux. »« Écoute, » dit Luc, la voix chaleureuse. « Quand tu te sentiras plus fort, je veux t'emmener en bateau. L'air frais, la brise marine. Ça t'aidera à récupérer. Juste toi et moi, comme quand j'étais enfant. » Le sang me glaça. « Un tour en bateau ?» dis-je. « Oui, j'ai accès au yacht d'un ami. Ça te fera du bien, loin de ce stress. Qu'en dis-tu » Je regardai Sullivan, qui hocha la tête. « Ça semble bien, Luc, » dis-je. « Faisons ça. »« Fantastique, » dit Luc, ravi. « J'organise tout pour la semaine prochaine. Pense juste à te remettre en forme. »« D'accord. » Je raccrochai. Sullivan se leva. « C'est la 3e tentative. Il t'emmène en bateau pour finir ce que le fourgon n'a pas fait. »« Exact, » dis-je. Sullivan sortit son téléphone. « 1 semaine pour nous préparer. Cette fois, nous le prendrons en flagrant délit. » Je savais à quoi je m'exposais. Assis dans ma cuisine à 6h30, le soleil perçant difficilement, je savais que c'était notre dernière chance d'obtenir des preuves irréfutables, de prendre Luc la main dans le sac pour son intention de nuire. Avec témoins et preuves inattaquables. C'était dangereux, la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite, mais le seul moyen de le démasquer, de le livrer à la justice et de mettre un terme à tout cela. Je m'habillais de jeans et d'une veste chaude, attendant mon fils. Luc arriva ponctuellement à 7h. Le yacht, blanc et rutilant, 15 mètres de long, était le genre de bateau qu'on s'offre avec l'argent volé à son père. Chloé m'accompagna jusqu'à la porte, le visage pâle, la voix brisée. « Ça ira, » lui dis-je. « Sullivan a tout prévu. Garde côtière,
Patrouilleur de police au-delà de l'horizon, un hélicoptère, un traceur GPS dans ma veste. Dès mon signal, ils seront là. Et si ça tourne mal? Demanda-t-elle. Je l'embrassai sur le front. Alors tu auras les preuves pour faire enfermer Luc longtemps. Aujourd'hui, tout se termine. Elle m'étreignit. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma chérie. Luc klaxonna. Je montai dans le fourgon. Luc sourit. Bonjour, papa. Belle journée pour un tour en bateau, n'est-ce pas? Magnifique, répondis-je. Le yacht était amarré près de l'estuaire. L'eau était froide, le ciel gris. Luc m'aida à monter à bord et démarra le moteur. Nous nous éloignâmes du quai. Chloé resta là à nous regarder, sa silhouette rapetissant jusqu'à n'être qu'un point. Puis, il n'y eut plus rien, juste l'eau, le ciel et mon fils. Pendant la première heure, ce fut presque normal. Luc parla de son enfance, de nos parties de pêche. Il évoqua le saumon de ses 12 ans, un souvenir que Lynn avait immortalisé et dont il avait parlé des semaines. Je me souvenais. 25 ans plus tard, sur un autre bateau, Luc avait d'autres plans. À 5 milles de la côte, l'eau grise s'étendait à l'infini. Luc coupa le moteur. Le silence soudain fut assourdissant, rompu par les vagues et le vent. « Je veux un verre, papa. » Il revint d'entrepont avec mon whisky préféré. J'ai apporté le bon. Il versa. Luc me tendit le verre, mais je le refusai. L'avertissement de Sullivan en tête. « Pas maintenant, Luc. Je me sens encore faible. » Son sourire vacilla. Il posa le verre. « Papa, » dit Luc les yeux froids, « je l'ai planifié. » Mon cœur s'emballa. « Qu'as-tu planifié? » L'accident, les freins du fourgon. Tu ne devais pas survivre. Je voulais que ça finisse là, un problème résolu par l'assurance. Mais tu survis toujours, ajouta-t-il en secouant la tête. Alors maintenant, dit-il en s'approchant, je dois finir le travail ici, où nous sommes seuls. Je reculai contre la rambarde. Luc, ne fais pas ça! Je suis ton père! Tu es l'homme qui ne m'a jamais donné ce dont j'avais besoin, rétorqua-t-il, la voix tremblante de rage. Maintenant, tu me donneras tout. La maison, l'argent. Il m'empoigna, me poussa vers la rambarde. J'étais vieux, lui fort. Ses mains sur ma poitrine, mes pieds glissant sur le pont. L'eau froide à des kilomètres. Son visage déterminé. « Je suis désolé, papa, » dit-il, poussant plus fort. La rambarde me pressait. Je criais « Lynn, Lynn, Lynn !» Luc se figea. Des moteurs rugissaient. Il se retourna. 3 vedettes et un hélicoptère de police approchaient. Son visage pâlit. « Luc Roussel, levez les mains! Vous êtes en état d'arrestation !» tonna Sullivan par haut-parleur. « Tu m'as piégé !» hurla Luc. « Non, Luc, tu es tombé seul. J'ai juste arrêté de fuir. » Les agents montèrent à bord, l'agrippèrent, lui lièrent les mains. Luc hurlait. « C'est mon père! Comment as-tu pu me faire ça ?» Tandis qu'il l'emmenait, il me regarda. « Papa, je t'en prie. »« Je ne suis plus ton père, » dis-je doucement. « Je suis juste un homme qui a survécu. » Je m'effondrai sur le pont. Sullivan monta à bord, m'enveloppant d'une couverture. « C'est fini, Marc. » Au quai, Chloé courait. À l'accostage, elle m'étreignit, sanglotant. Je la serrai fort, tremblant. Je vis la voiture de police s'éloigner avec Luc à la fenêtre. Je ne ressentais rien, ni colère, ni douleur, ni soulagement, juste le vide. Chloé me regarda. « C'est vraiment fini, papa. » J'acquiesçai. Mais je compris que j'avais perdu Luc bien avant. Peut-être ne l'avais-je jamais eu. 3 mois plus tard, les blessures physiques avaient cicatrisé, mais celles invisibles persistaient. Par une froide matinée de février, j'entrai au tribunal de Lyon pour le procès de mon fils. La salle était bondée. Je m'assis au premier rang avec Chloé et Philippe. Luc, en costume-cravate, me regarda, puis détourna le regard. L'accusation exposa l'affaire méthodiquement.
Bruno Marchetti, le mécanicien qui avait saboté mes freins, fut le premier à témoigner. Vieilli et effrayé, il confirma d'une voix faible avoir coupé les durites de mon fourgon pour 5 000 €, juste assez pour provoquer un accident différé, et le regrettait chaque jour. Puis ce fut le tour de Simon Vaughan, qui présenta l'épreuve. Photo de Luc au casino, email avec Sabrina, l'enregistrement où Luc parlait de s'emparer de l'acte de propriété, données GPS localisant son fourgon au garage de Bruno, et relevé financier montrant plus de 200 000 € prélevés sur mes comptes. Le jury prenait des notes, observant Luc, puis moi. Lindsay Crawford témoigna des signatures falsifiées, des transferts non autorisés et de la police d'assurance vie que Luc avait tenté de souscrire. La signature était presque parfaite, mais un détail l'avait intrigué, l'incitant à m'appeler. Le détective Sullivan décrivit l'enquête et l'opération sur le yacht. L'enregistrement de Luc fut diffusé. Tu n'aurais pas dû survivre. L'assurance paie. Problème résolu. La salle resta silencieuse. Sabrina, sa complice, témoigna. Sans le regarder, elle avoua que Luc me disait vieux et qu'avec ma disparition, ils auraient maison et argent. Elle n'avait pas protesté. Sur le banc des témoins, je jurais. La voix tremblante, je déclarais avoir élevé Luc seul après sa mère. Jamais je n'aurais cru qu'il veuille me nuire pour de l'argent. Je le regardais. Je t'ai aimé, mais ton avidité a primé sur la famille. Je ne peux pas te pardonner. La salle resta silencieuse. La défense tenta de me dépeindre comme un père distant. J'expliquais avoir travaillé pour lui et n'avoir gelé les comptes qu'après la découverte de sa falsification de signature et du vol de 60 000 €. Je cherchais juste à me protéger. 3 heures plus tard, la jury revint, coupable sur tous les chefs. Le juge parla de trahison et d'absence de remords, prononçant 15 ans de prison. On l'emmena. Sur le seuil, il murmura « Je suis désolé, papa ». Puis il disparut. Dehors, Chloé m'étreignit. Ignorant les caméras, je rentrais. 6 mois plus tard, je déménageais à Florence, près d'elle, loin de Lyon. Je devais recommencer. La routine m'aida. Café avec Chloé, promenade, thérapie. J'écrivais sur Line et Luc enfant. Les souvenirs brûlaient, mais allégèrent le poids. Je rejoignis un club de lecture, fille du bénévolat. La vie n'était pas encore belle, mais supportable, et parfois, des heures s'écoulaient sans penser à Luc. Un matin, je remarquai la montre de Madame Béatrice, arrêtée à 3h15. Je ne l'avais jamais remerciée. Après des appels, je la retrouvai dans une maison de retraite à Lyon et lui rendis visite. Plus fragile, mais souriante, elle m'accueillit. Je me demandais si je vous reverrais. « Vous m'avez sauvé la vie », lui dis-je, lui racontant tout. Le jeu, le vol, le procès, la condamnation. Elle écouta sans surprise. J'essayai de lui rendre la montre. Elle refusa. « Elle est à vous. Rappelez-vous que parfois, s'arrêter est l'acte le plus courageux. » Je lui demandai si elle voyait son fils. Parfois. Non pour lui, pour moi. Je devais faire la paix. Elle me prit la main. « Vous n'avez pas à pardonner, Luc, Marc, mais vous devez vous pardonner. » Les larmes me montèrent. J'aurais dû comprendre. « Nous voyons ce que nous voulons voir, » dit-elle, surtout chez nos enfants. Elle serra ma main. « C'est pourquoi je vous ai prévenu, pour vous donner le temps de vous protéger, ce que je n'ai jamais eu. » Après un silence, elle demanda « Que ferez-vous maintenant ?» Je guéris, mais l'avenir m'est incertain. Elle sourit. « Vous le découvrirez. » 1 heure plus tard, je l'embrassai. « Merci pour tout. »« De rien, Marc. » À la porte, elle me rappela. « Marc, ne gâchez pas cette seconde chance. Utilisez-la. Aidez ceux qui, comme vous, ont besoin d'un avertissement, d'un ami, d'une issue. » Je la regardai et compris. Je sais ce que je dois faire. Elle sourit. Je m'en doutais. Sur le chemin de Florence,
Ces mots me hantaient. Aider ceux qui, comme moi, avaient besoin d'un avertissement. Ceux trompés, volés, manipulés par leur famille, qui se sentaient coupables de les soupçonner. Je pouvais les aider. Je trouverais un moyen, car Madame Béatrice avait raison. C'était ma seconde chance, je ne la gâcherais pas. 1 an plus tard, je me tenais devant une cinquantaine de personnes dans un centre communautaire à Florence. La plupart, des aînés comme moi, étaient venus pour un dépliant, se protéger des abus financiers familiaux. Je concluais mon discours. Je m'appelle Marc Roussel. Si quelqu'un que vous aimez vous fait du mal, il est juste de prendre ses distances, même si c'est un familial. Je marquais une pause. Pendant des années, j'ai cru que la famille impliquait une loyauté à tout prix, que faire confiance à mon fils était être un bon père. Je me trompais. La famille doit vous protéger, non vous menacer. Si elle ne le peut pas, alors il est juste de se protéger soi-même. La salle resta silencieuse un instant, puis les applaudissements éclatèrent. Je descendis de l'estrade. Un homme d'environ 75 ans s'approcha, les larmes aux yeux. « Monsieur Roussel, dit-il, votre histoire m'a sauvé. Mon fils tentait d'accéder à mon compte bancaire. Je me croyais paranoïaque, mais après vous avoir entendu le mois dernier, j'ai vérifié. Il avait falsifié des documents pour transférer de l'argent. Je l'ai arrêté à temps. » Il me serra la main. « Je suis en sécurité grâce à vous. » Nous restâmes là, 2 hommes âgés pleurant, nous tenant la main. Je pensais, voilà pourquoi je fais ça. Nous l'avons nommé Fondation Béatrice, en hommage à la femme qui m'avait sauvé la vie avec un avertissement et une montre. Chloé en était la directrice exécutive. Membre du conseil, je voyageais, parlant dans des centres communautaires, des maisons de retraite, partout où l'on voulait m'écouter. Nous offrions des conseils juridiques gratuits, une thérapie, des logements temporaires pour ceux fuyant des situations familiales dangereuses et une planification financière pour protéger les biens. La première année, nous avons aidé 47 familles, protégeant plus de 2 millions d'euros. 47 personnes épargnées de ce que j'avais traversé. Ce nombre me donnait la force de continuer. Ma vie était désormais simple et sereine. Je vivais dans mon appartement à Lyon. Chloé et moi dînions ensemble 2 fois par semaine et faisions des randonnées le week-end. Elle était mon ancre, la famille que j'avais toujours eue, mais que je n'avais pas pleinement appréciée avant l'effondrement de tout. Luc, mon petit-fils, vivait avec Sabrina. Elle avait obtenu une peine avec sursis en échange de son témoignage contre Luc et cherchait à reconstruire sa vie, à être une meilleure mère. Luc m'écrivait chaque mois, me parlant de l'école et de ses amis. Je lui répondais toujours, lui envoyant des livres, lui disant ma fierté et mon affection. « Je t'aime, mon grand », j'ajoutais à la fin de chaque lettre, car il méritait de le savoir. Même si son père ne pouvait être là, même si les choses étaient compliquées, il méritait d'être aimé. Luc était toujours en prison, purgeant 15 ans. Je ne lui avais jamais rendu visite, jamais appelé, jamais écrit. Parfois, on me demandait « Ne veux-tu pas le voir, lui parler ?» Je répondais la vérité, je ne lui souhaitais aucun mal, mais il ne pouvait plus faire partie de ma vie. C'était ma limite, nécessaire. Pas de haine, pas de vengeance, juste une frontière que je devais tracer pour survivre et protéger la paix si durement acquise. Un soir, assis à mon bureau près de la fenêtre, je regardais les lumières de Lyon briller. À côté, la photo souriante de Chloé et Luc et la montre de Madame Béatrice, toujours arrêtée à 3h15. J'ouvris mon journal et commençai à écrire. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Luc. 2 ans depuis que ma vie avait failli s'achever. Pourtant, à bien des égards, c'est là qu'elle avait commencé. J'avais perdu un fils, mais je m'étais retrouvé. J'avais trouvé une fille qui m'aimait inconditionnellement, un petit-fils plein d'espoir et une mission. Aider ceux qui traversaient ce que j'avais traversé.
Madame Béatrice avait raison. Parfois, il faut s'arrêter pour se sauver. Cette montre, figée à 3h15, marque le moment où tout s'est arrêté, mais aussi où tout a commencé. C'est quand on cesse de fuir la vérité qu'on commence vraiment à vivre. Je m'arrêtais, regardais la montre. La famille n'est pas toujours une question de sang. Ce sont les personnes qui sont proches de vous, qui vous protègent, qui vous aiment même quand c'est difficile. J'ai cela maintenant. Chloé, Luc, les gens de la Fondation, les familles que nous aidons. J'en suis reconnaissant, chaque jour. Je fermais mon journal et souris. Dehors, Lyon brillait. Au fond de moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Une paix vraie, authentique. On me demande parfois si j'ai pardonné à Luc. Je leur dis que je me suis pardonné à moi-même. Et cela suffit, car j'ai fait de mon mieux. Je l'ai aimé. J'ai essayé de l'aider. Mais au final, il a fait ses choix et j'ai dû faire les miens. J'ai choisi de survivre, de guérir, d'aider les autres. Et je suis toujours là. À vous qui écoutez cette histoire, je dis ceci. Dieu m'a donné 3 avertissements, 3 chances de voir la vérité. Madame Béatrice à l'hôpital, l'horloge figée à 3h15, et cet instant où, l'épreuve en main, je voulais encore croire que mon fils changerait. J'ai ignoré le premier, hésité au second. Au troisième, j'ai failli ne pas survivre. Ne soyez pas comme moi, n'attendez pas le troisième. Si quelqu'un que vous aimez, famille, ami, peu importe, vous enlève quelque chose, vous ment, met votre sécurité en péril, faites confiance à ce que Dieu vous montre, à votre instinct. Je croyais qu'être un bon père signifiait pardon infini, confiance inconditionnelle. J'ai appris une vérité plus difficile. Parfois, aimer, c'est laisser partir. Parfois, protéger, c'est s'éloigner. Dieu ne nous demande pas de rester en danger pour prouver notre amour, mais de valoriser la vie qu'il nous a donnée. Mon conseil, fixez des limites, cherchez de l'aide, ne craignez pas la honte. Et si vous devez choisir entre leurs mensonges et votre paix, choisissez toujours la paix. J'ai 70 ans. J'ai failli ne pas y arriver, mais je suis là. Si partager mon histoire aide ne serait-ce qu'une personne à reconnaître les signaux que j'ai ignorés, alors peut-être que tout cela en aura valu la peine.